Bonjour et bienvenue dans Les Belles Découvertes, le podcast qui vulgarise la recherche à l'EM Normandie. Aujourd'hui, nous sommes avec Charbel. Bonjour Charbel. Bonjour Valentin. Tu es donc directeur académique du M2 Audit Finance et professeur associé à l'EM Normandie. En effet. Tu t'intéresses au sujet de la Banque centrale au Liban dans cette période de crise. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ton sujet de recherche et un petit peu plus précisément en quoi consiste cette entité et en quoi elle joue un rôle crucial dans la situation actuelle au Liban? En effet, tout d'abord je suis libanais, donc ce sujet de recherche relatif au contexte de l'étude au Liban m'intéresse fortement, car en période de crise actuelle, les déposants, étant donné que je suis libanais, ont leurs fonds, comme on dit, leurs épargnes coincées dans ces banques. Tu es directement concerné. Voilà, donc je suis directement concerné et je voulais montrer de manière assez scientifique et empirique que comme quoi les manœuvres du gouverneur de la Banque centrale ont en effet poussé ou bien ont fait en sorte qu'on arrive à ce point de crise. Depuis début 2022, si je ne dis pas de bêtises, le gouverneur de la Banque centrale, Riyad Salamé, était dans la tourmente. Il était même sous le coup d'enquête dans plusieurs pays européens, dont la France, et il a été poursuivi au Liban pour détournement de fonds. C'est bien ça? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce qui s'est passé exactement? Voilà, relativement, il y a des rumeurs, il n'y a rien de concret. C'est vrai que il est un peu, comme on dit, il est poursuivi donc par la justice au Liban et par la justice de certains pays en Europe. Mais sa responsabilité, elle n'est pas unique, car évidemment, il est au pouvoir depuis des décennies, ça fait une vingtaine, 25 ans depuis. Et si vous voulez, la responsabilité aussi, elle est portée par la classe dirigeante qui n'a rien fait pendant toutes ces années et qui lui ont donné toute cette marge de manœuvre et de pouvoir en arriver où on en est jusqu'à maintenant. Et donc, comment la Banque centrale a contribué, si j'ose dire, au déclin du pays, à la crise économique qu'on connaît actuellement? En effet, le rôle de la Banque centrale, c'est de préserver la monnaie et de lutter contre l'inflation. C'est une chose qui n'a pas été faite pendant ces 20 dernières années. À titre d'exemple, le dollar, par exemple, le taux d'intérêt sur le dollar américain au niveau de la Banque centrale aux États-Unis, la Fed Fund, est à 1%. Au Liban, on était à 8%, on pouvait arriver jusqu'à 10%. Donc cette différence, cette marge, c'est ce qu'on appelle une prime de risque. Et pour relancer l'économie, en général avec des taux si hauts, on serait beaucoup plus des rentiers que des investisseurs. En termes plus simples, il ne nous a pas aidé à développer cette économie. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas emprunter à des taux bas pour soi-disant devenir un pays, entre guillemets, surtout exportateur. Car le Liban, à la base, là, à 80%, c'est un pays importateur. Donc, à 22 milliards, pour un budget de 22 milliards en tout, on a 18 milliards à peu près de dollars sous forme d'importation et 4, et quelques sous forme d'exportation. Donc on est continuellement depuis des années en déficit budgétaire. D'où l'effet que la Banque centrale, plutôt l'État, par le fait de la Banque centrale, a émis des bons du Trésor pour s'endetter, pour avoir jusqu'à maintenant une dette avoisinant les 101 milliards de dollars. Et cette dette est en partie détenue à 54% par la Banque centrale et les banques au Liban. Les établissements bancaires? Voilà. C'est pour ça que lorsque l'État a fait défaut, nous, épargnants qui avons mis nos épargnes auprès de ces banques, on a eu maintenant des restrictions. Donc ils veulent nous faire supporter indirectement la perte de l'État. Oui. Mais j'imagine une situation comme ça en France, ça serait sûrement une forme de révolution si l'argent des Français est bloqué à la banque. Comment réagit le peuple aujourd'hui au Liban? Pour le moment, 80% de la population s'est appauvrie. Il reste encore 20% qui arrivent un peu entre guillemets, à se débrouiller. Le cycle économique, il n'y en a pas, il est quasi inexistant maintenant. On a 2-3 marchés en parallèle. On a un marché qui fonctionne avec la monnaie locale qui est la livre libanaise, un autre marché qui fonctionne avec le dollar américain sur le marché officiel, et on a également un marché noir sur lequel aussi les devises sont échangées à un taux qui se déprécie à 97% vis-à-vis de la monnaie. Tu parlais des dirigeants tout à l'heure. J'ai lu que le vice-premier ministre Saadé Chami avait annoncé que l'État et la Banque centrale du Liban étaient en faillite au printemps 2022. Qu'est-ce que ça signifie pour le pays et ses habitants concrètement quand on dit que la Banque centrale est en faillite? Tout d'abord, l'État est en faillite. Donc il dépose son bilan.
il n'a plus de ressources en interne pour pouvoir dégager, soi-disant, bien subvenir à ses dépenses. Et deuxièmement, la Banque centrale, évidemment, ça a joué le rôle d'intermédiaire entre l'État et les investisseurs, non pas locaux, mais surtout étrangers, car la dette est à 101 milliards. 54% de la dette à peu près est détenue par la Banque centrale et les banques, et le reste est détenu par des investisseurs étrangers tels que des États, des fonds de pension, des sociétés d'assurance, mais à l'étranger. Donc relativement, un État qui est en faillite a besoin de se relancer. Comment? Évidemment, en abaissant les taux, en essayant d'opter pour une politique monétaire qui est moins agressive pour relancer cette économie. Tel n'est pas le cas, car il y a, si vous voulez, il y a un enjeu qui est beaucoup plus géopolitique au niveau du Liban. Dans tes recherches, tu montres que cette situation a créé une hyperinflation. Oui. Ça a restreint le développement des PME pour finalement contribuer à la dévaluation de la monnaie locale. En effet. Tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus? Le Liban a une population à peu près de 7 millions d'habitants. L'inflation, le taux d'inflation a triplé entre 2019 et 2022. Donc 3 fois, on est à peu près là à un taux d'inflation de 31-32%. Donc le coût de la vie a été multiplié par 3? Oui, un peu plus. Même. Plus même, ok. Un peu plus même. Et avec donc le pays, le peuple est en train de s'appauvrir. On est à 80% du peuple s'appauvrit totalement. Donc il reste encore 20% qui arrivent, soi-disant, entre guillemets, à se débrouiller vis-à-vis de la diaspora, surtout à l'étranger, qui aide, soi-disant, les familles. Mais ce n'est pas un objectif à court terme, ce n'est pas quelque chose qui va rester dans le temps. C'est pas viable du tout? Pas du tout. Sur le long terme? Sur le court terme, bien sûr. Pas du tout. Et alors, c'est intéressant d'avoir aussi ta vision sur les prochaines années. Comment va évoluer cette situation, selon toi? Ça va être problématique. Déjà, aujourd'hui, si je ne me trompe pas, ils étaient supposés élire un président. Donc un président de la République, chose qui n'a pas encore été faite. On a un problème au niveau de la classe dirigeante, parce que fin de compte, c'est un problème de gouvernance au niveau de l'État, pour ensuite, ça a un effet domino vis-à-vis également de la Banque centrale et au niveau du ministère de l'économie pour pouvoir relancer, soi-disant, cette économie. Mais je vais avoir beaucoup plus un scénario qui sera, disons, pessimiste et non pas optimiste. C'est une dette qui est à 101 milliards de dollars. Malgré qu'ils aient officiellement déterminé le tracé maritime sur les eaux territoriales, car soi-disant on a ce qu'on appelle du gaz et du pétrole. Sur les eaux qui appartiennent au Liban. Voilà, mais ils ont fait une estimation, on est à peu près à 6-7 milliards. Donc 6-7 milliards comparé à 101 milliards, on n'a pas résolu la crise. On n'y est pas. On n'y est pas du tout. Et je pense que tel était le but de cet article de recherche, de montrer que en abaissant les taux, en facilitant les crédits, en encourageant le peuple libanais à la production et non pas à rester des rentiers comme ils l'ont été ces 20 dernières années, à redévelopper l'économie. C'est comme ça que l'économie arrivera à se développer. Et comment, est-ce qu'il y a des exemples déjà dans le monde aujourd'hui, dans les 15-20 dernières années, de pays qui ont été en crise et qui s'en sont sortis? Selon la Banque mondiale, la crise au Liban est l'une des 3 premières crises depuis 1850. C'est l'une des pires crises. On a la Tanzanie, si je ne me trompe pas, le Sri Lanka, le Venezuela, mais bon, c'est un produit qui produit, donc il y a des ressources chez eux. Nous, on n'a pas de ressources, elles sont seulement maritimes pour le moment qu'on n'a pas exploitées. Mais relativement de manière scientifique, selon l'ONU, on est 195 pays dans le monde. J'en connais aucun qui jusqu'à maintenant s'est relevé d'une telle crise. Affaire à suivre. Affaire à suivre. Merci beaucoup, Charbel. Merci, Valentin. À bientôt pour un nouvel épisode des Belles Découvertes.